Le dossier suivant, il s'agit d'un patient de 38 ans, adressé en consultation d'hépatologie, parce qu'on a découvert une sérologie hépatite C positive. Les antécédents de ce patient, c'est une syphilis en 95, un accident de la route qui a nécessité une hospitalisation en réanimation en 90, et une cure de désintoxication à la suite de l'accident. Alors, quelles origines de contamination tu dois rechercher chez ce patient, sachant qu'il y en a quelques-unes qui sont sous-entendues dans l'énoncé. Comme il a une syphilis primaire, on recherche une contamination par voie sexuelle. Il a une cure de désintoxication, donc on peut supposer qu'il était toxicomane, donc ça peut être par toxicomanie intraveineuse. Il a été hospitalisé en réa en 1990, donc avant le dépistage systématique du VHC sur les dons de sang. Donc ça peut être transfusionnel. Après, il y a les autres causes plus générales, donc ça peut être une transmission parentérale. Et voilà. Donc effectivement, les populations à risque qui nécessitent le dépistage. Ça, c'est dit dans la conférence de consensus également. Il y a une conférence de consensus sur le dépistage de l'hépatite C. Donc, premièrement, les patients transfusés ou greffés avant 92 doivent être dépistés de manière systématique. Lui, c'est possiblement son cas, puisqu'il a eu un accident grave en 90. Deuxièmement, les toxicomanies IV doivent être dépistées de manière systématique. Lui, on sait qu'il a eu une toxicomanie, on ne sait pas si c'était IV, mais c'est potentiellement son cas. Troisièmement, les enfants de mère VHC positifs doivent être dépistés. Ensuite, les hémodialysés bénéficient d'un dépistage systématique. Les patients qui sont VIH+, ont des risques de co-infection et doivent être dépistés de manière systématique. Les partenaires sexuels et l'entourage familial des patients hépatite C positive également. Les sujets incarcérés, on sait qu'il y a une très forte prévalence d'hépatite C en prison, donc il y a un dépistage systématique. Et enfin, les tatouages, les piercings, la mésothérapie, l'acupuncture avec du matériel stérilisable, c'est-à-dire du matériel qui n'est pas à usage unique. Dans ce cas-là, il faut essayer de trouver ça à l'interrogatoire, c'est un petit peu difficile, mais il faut avoir la sérologie hépatite C large. Ensuite, il y a les zones d'endémie. Donc les zones d'endémie, c'est l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, Moyen-Orient, Amérique du Sud. Dans ce cas-là, les sujets originaires de ces pays-là doivent bénéficier de l'hépatite C, d'un dépistage de l'hépatite C. Et enfin, les patients victimes d'accidents d'exposition au sang. La question accident d'exposition au sang fait l'objet d'une question d'internat à elle seule, donc il ne faut pas l'oublier. Le bilan initial de cette sérologie positive, quel est-il? Donc, il faut réaliser d'abord un bilan du stade de la maladie, un bilan sérologique complet, avec les anticorps anti-VHC, qui va confirmer cette sérologie C positive, une détection qualitative de l'ARN du VHC sérique, pour dire que c'est une hépatite C active, un génotype viral et un ARN quantitatif pour évaluer l'activité de la maladie. L'alpha-fétoprotéine, ensuite, je reviens, donc il faut aussi une évaluation de la fonction hépatique de manière générale, avec un bilan hépatique complet et NFS plaquettes et TP qui peuvent déceler une insuffisance hépatique. On fera également alpha-fétoprotéine et échographie abdominale dans le bilan initial de suivi d'une hépatopathie chronique. L'évaluation de la fibrose, on en avait déjà parlé lors de la première conférence. En cas d'hépatite C, il y a deux moyens d'évaluer la fibrose, c'est des tests non invasifs qui sont validés pour l'hépatite C et la biopsie hépatique. Donc il y a le fibrotest, fibroscan pour les tests non invasifs. Si on a un doute, c'est la biopsie hépatique. Il y a un cas un peu particulier qui est dit dans la conférence de consensus, c'est lorsque la décision thérapeutique ne dépend pas du résultat histologique, on peut éventuellement ne pas aller faire la biopsie hépatique, mais bon, au moins un fibrotest, un fibroscan, ça ne fait pas de mal. La recherche de comorbidité ensuite qu'il faut faire dans le bilan, donc c'est l'ensemble des sérologies, sérologie VIH, hépatite B et hépatite A. On fera aussi la recherche d'autres facteurs hépatotoxiques, donc le bilan du NASH, glycémie, bilan lipidique. On fera un coefficient de saturation de la transférine, ça fait partie du bilan d'une hépatopathie chronique. On peut faire les auto-anticorps des hépatites auto-immunes, alors on les fera en plus dans l'hépatite C
parce que ça peut induire des hépatopathies auto-immunes et surtout le traitement peut induire des hépatopathies auto-immunes. Donc en bilan préthérapeutique, on le fera volontiers. C'est des anticorps antinucléaires, les antimusclelistes, les anti-LKM1. La TSH en bilan préthérapeutique pour une hépatite C, on en avait déjà parlé, hein, ça peut induire des thyroïdites auto-immunes. Et donc la recherche de contre-indication au traitement, bon, une TSH modifiée, ça ne sera pas une contre-indication. Par contre, les contre-indications, ça sera des manifestations psychiatriques non contrôlées, des cardiopathies sévères, il faudra faire un ECG chez ce patient, et les bêta-HCG chez une femme pour éliminer une grossesse qui représente une contre-indication au traitement. Question numéro 3. Quel est le traitement à instaurer pour cette hépatite C et quels éléments sont importants à vérifier pour instaurer ce traitement? Donc, quelle est la durée initiale du traitement? Au moins 24 semaines. Voilà. D'accord. Ça dépend des génotypes. Donc, on en revient au traitement de l'hépatite C. Donc, le traitement de référence d'une hépatite C, c'est une bithérapie antivirale qui associe l'interféron pégylé et la rubavirine péros. Donc, l'interféron pégylé, ce n'est pas par voie péros, par contre. La décision de traitement, elle dépend de plusieurs éléments. D'abord, du degré de fibrose, évalué par le score Métavir, donc soit sur la PBH, soit sur le fibroscan fibrotest. Il y a une indication de traitement à partir d'un score F2. F2, F3, F4, c'est une indication de traitement. Avec une exception, la cirrhose décompensée, on évite de traiter. En cas de stade F0 et F1, on recommande l'abstention et la surveillance du patient, sauf s'il y a d'autres manifestations que le foie, hein, parce que l'hépatite C ne touche pas que le foie. En cas d'autres manifestations extra-hépatiques, on pourra discuter un traitement. Ensuite, la durée initiale du traitement, elle dépend du génotype essentiellement, parce qu'il y a des génotypes bons répondeurs et des génotypes mauvais répondeurs. Donc la durée, c'est 24 semaines pour les génotypes 2 et 3, qui sont des génotypes bons répondeurs, 48 semaines pour les génotypes 1 et 4, qui sont mauvais répondeurs. Il y a des génotypes plus rares, c'est les 5 et 6. On recommande, un peu par analogie, mais il n'y a pas de vraies études là-dessus, on recommande 48 semaines. Ici, il s'agit d'un génotype 1. Quels sont les objectifs du traitement et comment on les définit? Donc la conférence de consensus nous définit tout ça. C'est assez facile de répondre du coup. L'objectif principal du traitement antiviral, c'est la réponse virologique prolongée, définie comme la négativation de la charge virale maintenue 6 mois après la fin du traitement. Donc on traite, on vérifie que la charge virale est négative et 6 mois après, on refait un dosage. Si elle est toujours négative, on a eu cette réponse virologique prolongée qui est le principal objectif du traitement. Les autres éléments d'efficacité, donc les autres éléments qu'on peut évaluer, c'est la réponse biochimique avec la diminution des transaminases, la réponse histologique, si on refait des biopsies, avec une stabilisation des lésions de cirrhose. Sachant que lorsqu'on est au stade cirrhose, il faut retenir qu'on ne revient jamais en arrière, sauf dans quelques cas décrits dans la littérature. La question suivante. Donc, le patient est en cours de traitement antiviral depuis 3 mois, un peu plus de 3 mois, et on le reçoit en consultation de suivi. On n'a pas dans le dossier les résultats de virologie réalisés au 3e mois. On appelle le virologue pour avoir ces résultats. Pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir à 3 mois ces résultats? Et donc, explique-moi un petit peu cette stratégie. En fait, le patient il a un génotype 1, donc c'est pas forcément un génotype bon répondeur. Donc on va être sûr que le traitement est efficace. Et donc pour ça, on évalue la charge virale à 12 semaines. Et si elle a diminué de plus de 2 logs, on poursuit le traitement jusqu'à son terme. Et si elle a diminué de moins de 2 logs, on arrête le traitement parce que ça ne marchera pas. Exactement. Donc pour les génotypes mauvais répondeurs. Pour les génotypes mauvais répondeurs, on essaye le traitement en fait, mais si ça ne marche pas, il ne faut pas insister parce que c'est des traitements qui ont des effets secondaires. Donc si on sait que si ça ne marche pas à 12 semaines, ça ne marchera pas plus tard. D'où l'intérêt de l'évaluation à 12 semaines. Donc pour le génotype 1, on évalue à 12 semaines. Si on a une réduction inférieure à 2 logs de l'ARN viral initial, on se dit que le traitement ne va pas marcher, on peut l'arrêter. Si la réduction est de plus de 2 logs à 12 semaines, dans ce cas-là, on poursuit le traitement pour 24 semaines de traitement. Alors parfois, une évaluation encore plus précoce à 4 semaines peut être faite et qui permet de réduire les durées de traitement. Mais bon, ça c'est un avis spécialisé, vous n'avez pas trop à le savoir.
Alors pour les génotypes 2 et 3, ça serait différent, hein, puisque c'est des génotypes bons répondeurs. Donc là, on se dit que ça répond dans la majorité des cas. Donc quelle que soit la réponse virologique à la 12e semaine, on fera toujours la même durée de traitement. Pour les génotypes 4, et par analogie 5 et 6, la durée est à adapter en fonction du rapport bénéfice-risque. On a un peu la même stratégie que pour le génotype 1, c'est un peu moins bien défini, mais par analogie, on fait un peu la même chose. Alors, question suivante. Lors de la consultation, le patient paraît un peu agité. Il a perdu 6 kg, amaigrissement, depuis le début de son traitement. Pourtant, il mange beaucoup, donc amaigrissement malgré polyphagie. Il se plaint aussi d'avoir tout le temps chaud. Et à l'examen clinique, le patient est apyrétique en bon état général. Une tension correcte, une tachycardie à 103, une saturation normale. Quel diagnostic tu suspectes ? Je suspecte une hyperthyroïdie iatrogène induite par l'interféron pégylé. Donc on a tous les signes cliniques de l'hyperthyroïdie avec l'amaigrissement, la polyphagie, la tachycardie et l'impression d'avoir tout le temps chaud, enfin une dysrégulation de la thermosensation. Tout à fait. Donc on suspecte effectivement une hyperthyroïdie iatrogène. C'est assez fréquent dans les traitements par interféron ribavirine, interféron essentiellement. Donc c'est une hyperthyroïdie iatrogène provoquée par l'interféron. On suspecte devant ici l'association amaigrissement malgré polyphagie, l'association d'une tachycardie et l'association, on appelle la thermophobie, quand on a l'impression d'avoir toujours chaud. Il y a un autre signe fréquent que je n'ai pas cité ici, c'est la diarrhée, très fréquent, quasiment systématique, dans les hyperthyroïdies. Comment confirmer le diagnostic ? C'est facile avec un bilan thyroïdien et notamment un dosage de la TSH ultrasensible. Alors, à la question suivante. Le traitement est inefficace, ce qui arrive assez fréquemment dans le génotype 1, et donc 5 ans plus tard, on suit le patient, et 5 ans plus tard, on fait une biopsie hépatique qui retrouve un score A3-F4. Qu'est-ce que ça veut dire ? F4, ça veut dire cirrhose, et A3, c'est une assez forte activité de l'hépatite C. On décide un traitement d'entretien par interféron, ce qui se fait parfois dans les cas de cirrhose, dans les cas d'atteinte hépatique sévère, même si le traitement est inefficace, l'interféron peut diminuer l'activité de la maladie. Et quelques semaines plus tard, le patient est adressé aux urgences par son médecin traitant avec une altération de l'état général et une oligurie. À l'examen, on a une altération de l'état général, des signes d'insuffisance hépatocellulaire avancée, des signes d'hypertension portale et de l'acide. Donc en gros, on a une cirrhose décompensée. Pression artérielle correcte, une fréquence cardiaque correcte, une température normale, une saturation quasi normale, 95% en air ambiant. Biologiquement, on a une numération normale, sauf les plaquettes qui sont diminuées à 57 000, donc une thrombopénie du fait de la cirrhose. Un TP diminué du fait de l'insuffisance hépatocellulaire à 42%, une bilirubine totale augmentée à 32 micromoles, une cytolyse entre 2 et 3 fois la normale et une cholestase avec phosphatase alcaline et gamma-GT augmentée. Alors surtout, on a une créatinine qui est très augmentée puisqu'elle est à 260 micromoles et un sodium un petit peu abaissé à 129, une petite hyponatrémie. Donc, 2 semaines avant, il y avait un bilan biologique qui avait été réalisé qui montrait l'absence d'insuffisance rénale, une créate tout à fait normale. Le senior des urgences vous appelle pour la conduite à tenir et on dit qu'on suspecte un syndrome hépatorénal de type 1. Donc j'en ai beaucoup parlé, j'ai dit de faire attention au syndrome hépatorénal. Voilà, on en parle. Donc le syndrome hépatorénal, comment est-ce qu'on évoque ce diagnostic ? Comment on le confirme ? Donc les critères majeurs du syndrome hépatorénal, c'est une créatinine supérieure à 130 micromoles par litre et pour un syndrome hépatorénal de type 1, c'est une créatinine supérieure à 230 micromoles par litre en moins de 2 semaines. Donc on a ici la définition, puisqu'on est à 260 avec un bilan normal 2 semaines auparavant. Les critères mineurs, ici il y a l'oligurie, moins de 500 cc par jour, et une natrémie abaissée à moins de 130 millimoles par litre, qui est un critère mineur de syndrome hépatorénal. Les autres critères mineurs à rechercher, je vais vous les citer. C'est sur le ionogramme urinaire, un profil fonctionnel d'insuffisance rénale avec une natriurèse abaissée à 10 millimoles et une osmolarité urinaire élevée, supérieure à l'osmolarité plasmatique. Ça, c'est les critères d'insuffisance rénale fonctionnelle que vous connaissez. Ce qu'il faut absolument rechercher quand on suspecte un syndrome hépatorénal, c'est éliminer une autre cause d'insuffisance rénale qui serait curable, c'est-à-dire
Une cause organique, donc on fait une protéinurie systématique pour rechercher une protéinurie d'insuffisance rénale organique. On recherche également une hématurie qui peut nous orienter. Et on fait une échographie rénale pour rechercher une cause organique visible à l'échographie rénale d'insuffisance rénale. Ça fait partie de tout bilan d'insuffisance rénale aiguë. On recherche un état de choc avec une insuffisance rénale qui pourrait être corrigée par le remplissage. Et on recherche un sepsis qui pourrait provoquer une insuffisance rénale et qui est corrigeable. Dans le cadre de l'état de choc, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'hypovolémie à l'origine de cette insuffisance rénale. Et donc, dans la définition du syndrome hépatorénal, on doit faire une épreuve de remplissage, soit par albumine, 200 ml d'albumine, soit par du sérum physiologique, 1,5 litre de sérum physiologique. Bien sûr, tout ça doit être fait après l'arrêt des diurétiques. On en avait déjà parlé plus tôt. Donc, pour résumer, le syndrome hépatorénal, c'est une insuffisance rénale aiguë, profil fonctionnel, avec absence d'autres causes, c'est-à-dire surtout infection et choc d'autres origines. Quel est le traitement spécifique du syndrome hépatorénal et dans quel délai? Donc, c'est une urgence vitale, je vous l'ai assez répété, le syndrome hépatorénal, c'est une des complications les plus graves de la cirrhose, avec une médiane de survie spontanée pour le syndrome hépatorénal de type 1 qui est de 15 jours, donc c'est vraiment très grave. Le traitement idéal, c'est la transplantation hépatique en urgence, en l'absence de contre-indication. Mais souvent, c'est des patients qu'on ne peut pas transplanter pour d'autres raisons. Donc, il y a des traitements d'attente ou de suppléance. C'est les agents vasoactifs, type noradrénaline, comme dans les chocs, pour diminuer, pour augmenter la pression artérielle. C'est efficace dans 50% des cas. Après, il y a la terlipressine qui est un peu différent, mais qui a à peu près le même objectif. Il y a des traitements plus spécifiques, instrumentaux, c'est le TIPS, l'anastomose entre le système porte et le système cave, qui va permettre de diminuer l'hypertension portale. Et enfin, il y a les systèmes d'épuration hépatique, un système qui s'appelle le MARS. En gros, c'est l'équivalent d'une dialyse, mais d'une dialyse à l'albumine, donc d'une dialyse hépatique. Voilà, j'ai terminé pour ce dossier d'hépatite C, qui se termine par une cirrhose, qui est malheureusement l'évolution des hépatites C de mauvais génotype.